Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au Parvis des Fils. C'est notre troisième séance de conférence dans le cadre des Mercredis du Climat. Donc on a initié avec la commune de Passy dans le cadre également de Ville des Alpes, Passy Ville des Alpes 2022. Donc des conférences qui sont organisées par Juliette Vaudine, qui travaille pour la commune sur ce dossier-là, avec Monsieur Cara, que je vois dans les tribunes. Donc vous savez, il y en a plusieurs d'entre vous qui ont déjà participé aux réunions précédentes. Donc on a égrené comme ça différentes actions tout au long de l'année, notamment ces fameux mercredis du climat. Alors je vois pas mal de têtes amies, mais je remercie, je vois quelques élus de la Comcom. Guillaume, hein, tu vas pas y couper, donc les collègues de Megève, mais également de Salanches en tant qu'élu. Donc je suis bien heureux de vous voir parmi nous. Donc les mercredis du climat, concernant sur le changement climatique et puis les évolutions dont on est tous témoins. Donc la première conférence portait sur une sorte d'initiation, mais c'était déjà quand même assez poussé sur les effets et puis du changement climatique avec Jean-Baptiste Bosson. Il y a 10 jours à peu près, on était plutôt sur la géomorphologie, l'évolution de nos massifs avec bien entendu les glaciers et puis ce que cela donne aujourd'hui, les effets du réchauffement climatique. Donc vous avez pu voir les chiffres pour ceux qui étaient présents. 2 à 3 fois plus rapide dans les Alpes que sur le continent européen, avec des images assez malheureusement spectaculaires des conséquences des températures extrêmement élevées de ces dernières années, notamment de cet été. Et puis là, on change un peu de thématique. Donc toujours dans la sphère des effets du réchauffement climatique, on va parler d'agriculture. Pourquoi l'agriculture ? Voilà, on est un territoire à l'origine dont la principale activité était l'agropastoralisme jusqu'à l'avènement des sports d'hiver. Alors un peu plus tôt à Passy, c'était plutôt l'industrie qui a pris le relais à la fin du 19e siècle. Mais avant cela, l'économie était essentiellement tournée vers l'agriculture. Donc on a un peu tendance, alors c'est pas le cas nous au niveau de la mairie de Passy, mais c'est vrai que pas mal de personnes ou d'acteurs économiques ont un peu tendance à oublier ce facteur qui était quand même fondateur et qui a façonné le paysage dans lequel on vit aujourd'hui, il faut bien l'entendre, notamment en altitude. Mais surtout, la thématique qu'on va aborder ce soir, c'est le lien entre l'agriculture et l'alimentation. Bon, je ne reviens pas sur l'été que l'on vient de vivre, avec une sécheresse très forte. On le voit avec les collègues au niveau de la communauté de communes Pays du Mont-Blanc, on est en train de travailler sur la ressource en eau, et on voit que tous les territoires sont impactés, et puis que les conséquences sont directes, à la fois sur notre environnement, mais aussi sur la production de nos vaches. J'ai pu discuter avec le maire de Combloux, qui disait que ces vaches cet été, c'était un quart de production en moins. Tu me contrediras, Guillaume, mais c'était grosso modo au mois d'août, c'était ça. C'était 25% de production en moins de lait. Donc on a des incidences vraiment directes. Et eux, les agriculteurs, ils sont déjà dans l'adaptation à ce changement climatique. Donc c'est ce qu'ils nous expliqueront. Alors je ne sais pas si je vais citer tout le monde, parce que je n'ai pas pris mes lunettes. Mais en tout cas, on a plusieurs intervenants qui sont présents ce soir. Alors je vais le faire dans l'ordre. Je suis désolé, je vais commencer par mesdames. De la structure Adabio, qui, elles, aborderont alors plutôt le lien entre agriculture et alimentation. La Chambre d'agriculture, également présente de Haute-Savoie, et la SICA, donc la partie Pays du Mont-Blanc, avec Guillaume Mollard. Alors, je n'ai pas cité les noms, j'ai pas été très courageux. Donc, Mélissa Pelletier, c'est vous, la Chambre d'agriculture. Marjorie Guégan pour Adabio, et puis Madame Pellegrini. Voilà, j'ai pas eu besoin de lire. Donc, pour vous, c'est pour la Chambre d'agriculture de Haute-Savoie également. Voilà. Donc je vous laisse prendre connaissance des différents intervenants et puis bien entendu à la fin de la séance vous pourrez poser vos questions, c'est le but. Christelle Rébet, première adjointe à Passy, fera la conclusion et puis justement lancera le débat que l'on espère riche comme les soirées précédentes. Voilà. Merci pour votre présence et puis bonne soirée. Qu'est-ce qui parle en premier ? Bonsoir à tous. Donc, je vais me présenter. Je suis Isabelle Pellegrini, agricultrice en GAEC à 4 associés, GAEC familial, sur la commune de Frangy. Et ce soir, je suis venue parmi vous en tant que vice-présidente de la Chambre d'agriculture. Et à ce titre, je suis responsable de tout le volet environnement à la Chambre d'agriculture. Et donc, le changement climatique fait partie du volet environnement. Donc, juste 2 mots sur la présentation qu'on va vous faire. C'est un travail qui a été initié par la Chambre d'agriculture depuis 2019.
Alors, à l'initiative de la Chambre d'agriculture et mené par la Chambre d'agriculture, mais pour autant, ce plan d'action changement climatique dont on va vous en présenter une petite partie ce soir, en fait, toutes les personnes qui travaillent dans le domaine agricole, toutes les organisations professionnelles qui travaillent pour l'agriculture ont participé à élaborer ce projet. Et donc, ce projet, il s'est décliné en 5 axes. Un gros axe sur l'eau, un autre axe sur le foncier, un troisième sur la résilience des exploitations au changement climatique et aux prospectives qu'on pouvait en faire. Et donc, c'est sur cette partie-là qu'on va plus être axé ce soir. Et puis après, la relation avec la société, en fait, l'effet sociétal du changement climatique par rapport à l'agriculture. Et enfin, la relation forêt et agriculture. Voilà. C'est les gros 5 axes. Alors évidemment, le programme est tellement chargé que c'est impossible en une soirée de tout présenter. Et puis je pense que ça n'a pas d'intérêt parce qu'on vous perdrait. Et puis il vaut mieux prendre point par point. Donc ce soir, je vais laisser la parole à Mélissa Pelletier, qui est notre chargée de mission sur le changement climatique. Elle va vous présenter notre travail. Et puis moi, je serai là à la fin des 3 présentations pour répondre à vos questions, si vous en avez. Voilà. Merci. Eh bien, bonjour à tous. Donc moi, je suis Mélissa Pelletier, je suis chargée de projet changement climatique. Et donc, je vous propose ce soir, pour commencer, de voir un petit peu l'agriculture de demain par rapport à certains aléas climatiques qu'on connaît déjà et qui vont s'accentuer, bien sûr, dans le futur. De voir un petit peu quels sont les impacts sur l'agriculture et comment l'agriculture peut envisager de s'adapter et comment même elle commence déjà à s'adapter. Donc pour ça, on va juste commencer par un petit contexte donc sur l'agriculture du territoire et ce qu'on observe déjà du changement climatique. Donc les productions qui sont retrouvées sur le territoire, donc notamment sur Passy, sont bien sûr adaptées au contexte. Donc on a une dominante en bovin-lait et en polyculture élevage, avec bien sûr tout de même une diversification sur d'autres types de productions, notamment en maraîchage, en arboriculture. Donc on a 2 contextes. Le premier contexte, ça va être la plaine de Passy, qu'on va appeler plutôt le poumon des exploitations agricoles, puisqu'il a donc un fort potentiel agronomique, notamment une capacité à produire du foin de qualité, une capacité notamment à pouvoir réaliser une coupe supplémentaire, et donc par cette coupe supplémentaire, de pouvoir réaliser du stock au niveau du fourrage. On a également une facilité de mécanisation et bien sûr une proximité des sièges d'exploitation. Et donc le deuxième contexte, ça va plutôt être lié aux alpages, qui sont des espaces plutôt difficiles à exploiter dans certains cas. Et dans le cas de Passy, ils sont valorisés et entretenus par les génisses et par des brebis. Donc quelques enjeux, bien sûr, au niveau du territoire, avec des ressources très importantes, notamment à préserver. Bien sûr, la ressource en eau, et je pense que 2022 en a été témoin, avec des problématiques de sécheresse estivale qui s'accentuent année après année, et bien sûr une augmentation des besoins en eau, notamment liée au développement du territoire. On a également une pression foncière qui est très marquée, et bien sûr un enjeu environnemental, puisque au niveau de Passy, plusieurs environnements sont des réservoirs de biodiversité qui sont bien sûr importants également à préserver. Donc si on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet, on peut parler un petit peu donc, du changement climatique, et donc déjà de faire un état des lieux de ce qu'on observe aujourd'hui. Donc il y a 3 grands mots qu'on a retenus qui vont rythmer le changement climatique. Donc bien sûr, une très forte variabilité. 2021 et 2022 sont 2 années qui contrastent bien, avec 2021 qui a été plutôt pluvieux et 2022 très sec, et donc qui vont nous montrer ici cette variabilité, mais qui est liée bien sûr à plein d'autres conditions. On a également une tendance à une augmentation des températures tout de même, donc aussi bien une augmentation des températures en été, avec une augmentation du nombre de jours caniculaires, et également une augmentation des températures en hiver aussi, et cette fois-ci une réduction du nombre de jours de gel. Et donc pour terminer, le 3e mot qui va rythmer le changement climatique va plutôt être lié aux pluies, avec on a un quasi-maintien de la quantité sur l'année. Ce qui va poser souci réellement, ça va être la répartition de ces pluies. On a des périodes en été qui vont être très sèches, avec des forts déficits hydriques, donc des manques d'eau, mais à contrario, on a également des périodes de très fortes pluies qui là vont poser des soucis, notamment de ruissellement.
Et on a également des orages de grêle qui sont très localisés et comme vous pouvez, ou comme on l'a déjà vu ces dernières années, poser des soucis sur l'agriculture. Donc là, ce qu'on a vu, c'était plutôt un état des lieux de ce qu'on a déjà observé du changement climatique. Et donc là, ce qu'on vous propose par la suite, c'est de se projeter un petit peu et de voir un petit peu ce à quoi on pourrait s'attendre. Tout d'abord, l'outil qui est utilisé pour réaliser ces projections climatiques, c'est l'outil qui s'appelle Climat 21, qui a été développé donc, par le réseau des chambres. Et donc, il a pour objectif d'analyser la faisabilité future donc, des productions dans ce contexte de changement climatique et par localisation. Donc, cet outil il tourne avec des données climatologiques donc, qui sont issues de Météo France notamment, avec plusieurs scénarios qui sont proposés. Donc, c'est des scénarios qui sont issus du GIEC. Et les deux scénarios qui sont représentés ici sont deux scénarios avec un plutôt pessimiste, un qui est plutôt optimiste. Mais on observe, quel que soit le scénario, on a quand même une augmentation de la température attendue et donc une nécessité à anticiper et à s'adapter. Donc, cet outil, il utilise donc ces scénarios pour produire des données modélisées qui sont également par site. Et donc là, au cours de cette présentation, on va avoir deux sites. Donc le site de Passy et également Megève au niveau des alpages, puisque les sites sont modélisés sur des altitudes précises. Et Megève sera plus représentatif d'une altitude qui permet d'analyser un petit peu les alpages. Et donc on va avoir des indicateurs qui sont plutôt climatiques. Donc par exemple, la somme de températures, les températures moyennes par saison, et également voilà, les précipitations par saison aussi, et des indicateurs qui sont plus agroclimatiques. Donc là, par exemple, on va parler de dates de floraison en arboriculture, ou encore de dates possibles de montée en alpage. Donc pour entrer dans le vif du sujet, voici une première projection climatique qui nous montre une augmentation de la température à la période estivale. Donc là, on voit notamment qu'à l'horizon 2050, on attend une augmentation de la température à Passy de 1,5 degré. Donc une augmentation de la température, mais également une augmentation du nombre de jours où la température est supérieure à 35 degrés. Notamment à l'horizon 2050, avec en moyenne par année un jour supplémentaire. Et si on se projette jusqu'à l'horizon 2100, cette fois-ci, on s'attend en moyenne par année 13 jours supplémentaires qui auront une température supérieure à 35 degrés. Donc bien sûr, différents impacts vont être liés à ce premier aléa climatique qui est l'augmentation des températures en été. Donc bien sûr, les animaux d'élevage vont souffrir de cette chaleur avec ce qu'on appelle le stress thermique. Donc le stress thermique va être lié à des problématiques de production, notamment laitière, mais également des problèmes de fertilité, d'avortement au niveau des bovins par exemple. Donc au niveau des cultures végétales également, quelques soucis sont relevés. Par exemple, un arrêt végétatif, et si on prend la pousse de l'herbe, elle ne pousse plus en moyenne au-delà des 25 degrés. On va également accentuer l'effet des sécheresses avec cette augmentation de la température, puisque l'évaporation va être bien sûr plus importante. On a également un risque de fruits qui seraient brûlés par notamment des fortes expositions au soleil. On ne manque pas de dire non plus que les conditions de travail sont de plus en plus compliquées et éprouvantes. Et nous pouvons également faire un lien avec la forêt. Au niveau du paysage, on a déjà constaté une remontée des espèces qui sont plutôt feuillues, avec du coup de moins en moins de sapins qui vont être présents en altitude. Donc cette forêt, elle commence déjà à s'adapter et on intervient aussi pour l'adapter et notamment pour mettre en place des dessertes pour pouvoir intervenir dans le cas des incendies notamment. Donc, au niveau de la Chambre d'agriculture, nous avons un service forêt qui participe à ces différentes interventions au niveau des forêts en Savoie et en Haute-Savoie. Alors après avoir vu bien sûr les impacts que va provoquer cet aléa sur l'agriculture, voici quelques exemples d'adaptations qui peuvent être envisagées. Donc notamment l'ombrage qui pourrait être mis en place. On pourrait imaginer par la mise en place d'agroforesterie, donc d'arbres ou de haies dans les parcelles pour permettre notamment de mettre à l'ombre les animaux, ou également sortir les animaux plus tôt la nuit et les laisser au frais dans des bâtiments qui seraient adaptés la journée lors des jours où la température est très élevée bien sûr.
Également de l'irrigation et la mise en place de réserves d'eau pour notamment certaines cultures. On pense à l'arboriculture où le besoin d'eau est plus important, notamment sur l'été, puisqu'on a de moins en moins de précipitations. On peut imaginer également une réorganisation des horaires de travail, des choses qui sont déjà mises en place, et adapter le fourrage, donc le foin qui va être donné aux animaux, et notamment les stocks, puisqu'aujourd'hui, on a plutôt 2 saisons qu'on va appeler des saisons sèches. C'est-à-dire qu'en hiver, on nourrit plutôt les vaches avec du foin. Et maintenant, en été, on a aussi un manque de ressources au niveau des prairies. Et on est obligé également, dans certains cas, de leur apporter du fourrage, donc un stock fourrager qui diminue et qu'on a forcément du coup besoin d'alimenter encore plus que ce qu'on connaissait avant. Donc les adaptations qui sont présentées ici, il y en a certaines qui sont plutôt des adaptations ponctuelles et d'autres qui seraient plutôt des adaptations qu'on appellerait à long terme. On va pouvoir du coup différencier deux grandes notions qui vont être la résistance, qui vont plutôt lier ce qui va être ponctuel et ce qui va permettre de s'adapter rapidement, et également la résilience du coup qui va plutôt être l'adaptation du système sur du long terme. Je vous propose de passer du coup au deuxième aléa que nous avons étudié. Donc c'est l'augmentation des températures en hiver, donc avec des hivers plus doux. Et là, on s'attend d'ici l'horizon 2050 à une augmentation de la température de 3,1 degrés, d'ici l'horizon 2100, pardon. Également, une avancée de la date de dernière gelée qui serait avancée de presque 1 mois d'ici l'horizon 2100. Et bien sûr, avec cette augmentation des températures en hiver, on a une diminution du manteau neigeux, puisque déjà donc, on a moins de neige qui va tomber, mais également une augmentation des températures, donc la neige va fondre plus vite. Alors un premier impact de ces hivers plus doux et de cette sortie d'hiver du coup qui est plus rapide, c'est l'avancée de la date de floraison en arboriculture. Et donc là, ce qui est présenté ici, c'est la date de floraison pour le pommier. Donc pour passer ces différents stades qu'on appelle des stades phénologiques, donc notamment pour fleurir, le pommier a besoin d'une somme de température. Donc là, on a une somme de température qui correspond à 255 degrés, qui était atteinte sur un horizon de référence au niveau du 21 mai, et qu'on s'attend à atteindre d'ici l'horizon 2100 au 22 avril. Donc un avancé de la floraison de 1 mois entre ces deux horizons. Donc vous l'imaginez, il va y avoir encore quelques impacts, bien sûr, pour l'agriculture, et donc je vous propose d'en voir quelques exemples. Donc le premier exemple, il va être lié au fait que les augmentations, au fait que les hivers voient une augmentation de leur température. Pour différentes cultures, et notamment en arboriculture, on a un phénomène qui s'appelle la dormance. Et cette dormance, elle est levée une fois que l'arbre il a atteint une certaine somme de température froide. Donc on a un risque aujourd'hui de manquer de froid pour lever ce qu'on appelle du coup la dormance et pour pouvoir permettre par exemple aux pommiers de fleurir et donc par la suite de donner des fruits. Toujours par rapport à l'augmentation des températures en hiver, on a, du coup, comme on l'a vu, une date de floraison qui est de plus en plus précoce. Or, au niveau des tendances, on a toujours des gelées printanières qui sont présentes. Donc, une avancée de la floraison va provoquer une fleur, du coup, qui va être présente au moment où ces dernières gelées vont arriver. Et donc, la fleur est très sensible à ces gelées, notamment printanières. Et donc, elle risque de brûler par le gel. Et donc, forcément, on a une perte de qualité, mais surtout de quantité au niveau de la production de fruits. Et l'augmentation des températures en hiver, elle va également impacter les ravageurs et les parasites. Donc, ça va toucher, bien sûr, différentes cultures, puisque l'ensemble des ravageurs répondent de la même manière à cette augmentation des températures. Donc, on a bien sûr une diminution de la mortalité hivernale, donc on a plus de ravageurs. On a également une augmentation des températures aussi bien en hiver et en été. Et donc là, bien sûr, les ravageurs vont se reproduire plus, le cycle va être plus rapide et donc on a un plus grand nombre de générations. Donc encore une fois, plus de ravageurs. Et on a également des nouveaux ravageurs qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent et qui sont majoritairement arrivés du Sud et qui, bien sûr, vont poser des soucis sur les cultures que nous connaissons avec des ravageurs que nous ne connaissions pas.
Donc ça, c'est observé notamment sur les cultures végétales, donc en arboriculture, avec par exemple la punaise diabolique. On a également sur les prairies les problèmes de campagnols. Et sur les animaux d'élevage également, on a recensé un plus grand nombre de tiques présents lorsqu'on observe sur les animaux ces parasites. Donc pour faire face à cet aléa, il y a aussi quelques adaptations qui peuvent être mises en place, notamment de la lutte anti-gel. On en a vu notamment, ça a beaucoup été médiatisé en 2021 dans les vergers ou dans les vignes. On peut également évoquer l'adaptation variétale, donc c'est-à-dire qu'on va mettre en place des variétés, voire des espèces qui vont fleurir plus tardivement, par exemple. Et donc si elles fleurissent plus tardivement, on a moins de chances qu'elles soient exposées aux gelées printanières que nous avons vues juste avant. Et il y a également différents types de lutte contre les parasites, avec une adaptation de ces pratiques culturales pour favoriser les prédateurs naturels, ou de la lutte biologique qui peut être réalisée également. Alors, un autre sujet au niveau des aléas climatiques et qui touche toujours du coup tout le monde et d'actualité après l'été que nous avons passé, c'est les sécheresses estivales et le manque d'eau. Donc, ce qui est présenté ici, c'est ce qu'on appelle le bilan hydrique. Comment on calcule le bilan hydrique? Donc, ça va être le solde entre les précipitations, donc la pluie qui va tomber, et l'évaporation du sol et également la transpiration des végétaux, qu'on va appeler donc l'évapotranspiration. Lorsque ce solde est négatif, c'est-à-dire que l'évapotranspiration est supérieure aux pluies qui tombent, on se retrouve en déficit hydrique. Donc là, c'est ce qui est représenté ici et notamment ce qui est entouré. On observe notamment, surtout sur la période de juillet, une tendance à un déficit hydrique du coup, qui serait de plus en plus creusé. Et lorsqu'on observe d'ici 2100, c'est vraiment flagrant. On va beaucoup manquer d'eau sur le mois du coup de juillet. Donc lié aux sécheresses bien sûr et au manque d'eau, on a également vu tout à l'heure qu'on avait une diminution des chutes de neige et également une fonte plus rapide de ces dernières. Au total, on a une diminution du manteau neigeux. Or, les neiges bien sûr représentent un stock d'eau non négligeable, notamment lorsqu'il va fondre en été, qui va permettre un apport d'eau, notamment dans les ruisseaux, etc. Et donc, cette diminution du manteau neigeux va bien sûr provoquer une diminution du stock d'eau qui était disponible pour l'été. Alors, quelques conséquences encore sur l'agriculture. Ce manque d'eau, déjà, il touche tout le monde, pas que l'agriculture, bien sûr, mais au niveau de l'agriculture, il va toucher toutes les productions. Donc au niveau des animaux, on a des animaux qui boivent plus. Donc déjà, comme dans notre cas, plus il fait chaud, plus on a soif. Donc les animaux d'eux-mêmes vont boire plus. Mais également, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en été, on les nourrit également avec du foin, qui est une ration sèche et qui va provoquer du coup un besoin de boire plus pour les animaux d'élevage. On a également du coup un manque d'eau, par exemple pour les prairies. Avec du coup beaucoup moins de précipitations, donc forcément une ressource au niveau des prairies, donc l'herbe qui ne va plus pousser, donc une perte de production, mais également à la fois donc une perte de production pour les animaux et pour l'élevage, mais également pour la biodiversité, puisque ces prairies sont en grande majorité des réservoirs de biodiversité. Et bien sûr, ce manque d'eau va toucher toutes les cultures, donc l'arboriculture, le maraîchage vont également être compris, vont également être touchés en tout cas par ce manque d'eau. Ça va également, bien sûr, provoquer des conflits d'usage et des besoins de partager l'eau qui est encore disponible. Alors, quelques exemples d'adaptation, du coup, par rapport à ce manque d'eau et à ce contexte de sécheresse. Donc, bien sûr, on peut imaginer stocker l'eau et partager la ressource, puisque comme on l'a vu et comme on le constate depuis quelques années, l'eau, en quantité annuelle, a tendance à être toujours identique. Et le vrai problème, c'est la répartition. Donc, en fait, l'eau, elle tombe toujours en hiver, et elle est déficitaire en été, et quand elle tombe en hiver ou à l'automne, elle pose même des soucis, notamment d'inondation et de très fortes pluies avec du ruissellement. Et bien sûr, il y a l'adaptation des variétés qui peuvent être mises en place, et même des espèces, notamment végétales, avec des espèces ou des variétés qui ont besoin de moins d'eau que celles qu'on connaît aujourd'hui, et donc qui vont en consommer moins et qui seront donc moins sensibles à ces sécheresses.
Bien sûr, donc on ne parle pas de sécheresse sans parler de ces fortes pluies, comme je vous le disais, avec les inondations et les fortes pluies qu'on observe année après année sur des périodes assez courtes et des fortes pluies qui sont aussi très localisées. Alors, un point sur les alpages maintenant. Donc, cette fois-ci, les points localisés sont à Megève. Et donc là, on observe une augmentation de la température. Donc, comme dans le cas de l'arboriculture, pour la pousse de l'herbe, on a aussi un cumul de température qui doit être atteint. Donc là, c'est les 600 degrés. Et une fois que ce cumul de température est atteint, on a la possibilité de pouvoir monter en alpage. Donc cette date, elle est avancée de presque un mois, en moyenne, d'ici l'horizon 2100. Donc une opportunité de pouvoir monter plutôt en alpage. Mais la question qui se pose réellement, ça va être par rapport à la disponibilité des ressources. Puisqu'en effet, comme on l'a vu tout à l'heure, le déficit hydrique, donc le manque d'eau, va se creuser. C'est quelque chose qui est déjà constaté en alpage et qui pose déjà de réels soucis au niveau des alpages. Donc notamment par les manques de précipitations et également donc la diminution des neiges, comme je vous le disais, qui en alpage est une ressource importante pour permettre d'avoir de l'eau pour l'abreuvement des animaux. Donc comme je vous le disais, l'augmentation des températures et l'avancée de la date possible de montée en alpage, c'est un avantage pour pouvoir monter plus tôt. On pourrait imaginer donc allonger la période du coup passée en alpage. Le problème étant toujours donc les risques qui vont être liés à cette avancée. Donc on a déjà le risque de gel qui peut aussi se produire sur les prairies. Mais on a également, comme on l'a dit, l'augmentation du parasitisme et des maladies avec l'augmentation des températures. Et bien sûr le problème lié à l'eau avec du coup un risque de devoir faire descendre les troupeaux plus tôt puisqu'il n'y aura plus d'eau disponible pour les abreuver en alpage. Donc ça oblige forcément à repenser du coup la gestion des troupeaux. On peut imaginer monter plus tôt en alpage, mais redescendre également plus tôt. Donc voilà pour quelques aléas climatiques qui touchent très fortement l'agriculture, notamment à Passy, et donc les impacts qui sont liés à ce changement climatique. Donc aujourd'hui, on s'est projeté sous des horizons donc 2050 et 2100 pour notamment anticiper et pouvoir s'adapter. Et dans ce contexte-là, chacun a son rôle à jouer. Donc bien sûr, le changement climatique, il touche l'agriculture à tous les niveaux, comme on vient de le voir. Et il demande à chaque agriculteur d'avoir une capacité de s'adapter, chose qui est déjà mise en place chez un grand nombre d'agriculteurs. Chacun, à son échelle, a déjà mis en place certains éléments pour s'adapter à ces différents aléas. Donc c'est une nécessité aujourd'hui pour continuer à produire et donc bien sûr pour continuer à nourrir les populations. Et ce changement climatique, je pense qu'il vous impacte tous également. Tout le monde est vraiment touché par rapport à celui-ci. Je pense par rapport à l'eau, où on en a tous beaucoup entendu parler cet été. Et chacun a vraiment son rôle à jouer dans cet élément et dans l'adaptation et l'anticipation, bien sûr, par rapport à ces aléas climatiques. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et du coup, je passe la parole à Marjorie. Merci Mélissa, parce que c'était une gageure de tenir ça en 25 minutes. C'est parfait, tu as été... Donc Guillaume, tu prendras... Voilà, donc on va passer la parole désormais à Marjorie Guégan de l'ADABio qui va nous parler du lien entre transition agricole et alimentation et quel peut être notre rôle à nous en tant que consommateurs aussi pour participer à cette transition agricole. Je suis l'animatrice de l'ADABio. Donc l'ADABio, c'est l'association de développement de l'agriculture biologique. Et on est une association donc, qui est répartie sur 4 départements, l'Ain, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie. Et moi, je suis l'animatrice territoriale sur les Savoies. Donc l'ADABio, c'est une association qui a été créée par des producteurs et pour des producteurs. Et donc, on travaille... en fait, autour de 3 grandes missions qui vont être promouvoir et développer l'agriculture bio. Donc, ça va par l'agriculture bio et les pratiques bio. Donc, pour cela, on va accompagner les agriculteurs sur
sur des nouvelles, enfin en gros de l'accompagnement collectif ou individuel sur l'évolution des pratiques. Ça va être structurer des filières bio, donc ça peut être structurer des filières bio sur le territoire ou à destination de la restauration collective. Et puis ça va être promouvoir l'agriculture biologique auprès du grand public. Du coup, nous, la présentation qu'on pensait vous faire aujourd'hui, c'était en 3 temps. L'agriculture et l'alimentation, quelques chiffres. Pourquoi produire bio et local, c'est une solution pour le climat. Décidément, ça ne veut pas. Et finalement, quelle est la place de notre alimentation dans tout cela? Donc juste quelques chiffres, c'est qu'aujourd'hui, l'agriculture contribue à hauteur de 19% des émissions de gaz à effet de serre françaises. Alors ça, hop, ce qu'on voulait vous faire passer comme message, c'est que c'est normal, parce que l'agriculture, c'est une activité qui produit, en l'occurrence, notre alimentation, donc c'est normal que ça émette des gaz à effet de serre. Donc si on regarde maintenant, concernant notre alimentation, la part des différentes émissions de gaz à effet de serre, on voit qu'en fait, sur le bilan carbone d'un produit alimentaire, il y a 67% qui dépend de son mode de production. Et du coup, nous, la question qu'on pose, c'est est-ce que produire et manger bio et local, c'est une solution pour le climat? Je vais juste boire un petit coup d'eau si ça ne vous dérange pas. Donc pourquoi pour nous l'agriculture bio, en fait, c'est une solution pour le climat? C'est qu'en agriculture biologique, il va y avoir une gestion différente des intrants. Donc les intrants, c'est ce qu'on va venir apporter en fait au niveau des cultures pour en gros améliorer la production. Ça peut être des intrants de synthèse ou des intrants naturels. Alors en agriculture biologique, il n'y a pas d'utilisation d'engrais azotés de synthèse et donc ça c'est plutôt positif en fait parce que les engrais azotés de synthèse c'est très coûteux en énergie pour la production et puis c'est très coûteux en termes d'énergie en ce qui concerne le transport. Et puis après, l'avantage de l'agriculture biologique, c'est qu'il y a une utilisation d'intrants organiques ou minéraux qui sont non synthétisés, donc c'est-à-dire qu'on va venir apporter du fumier, du lisier, qui sont produits, on va dire, sur la ferme. Et donc, en fait, l'avantage, c'est qu'on est plutôt en circuit fermé, et donc on va être moins dépendant de l'extérieur. Et l'avantage, en fait, des engrais naturels, en fait, des engrais organiques, pardon, c'est qu'il y a moins d'émissions de gaz à effet de serre parce qu'en fait, il y a moins de relâchement de protoxyde d'azote dans l'atmosphère, qui est un gaz qui est très réchauffant puisqu'il est 300 fois plus réchauffant que le CO2 que vous devez bien connaître. Donc voilà, ça c'est pour nous le premier atout de l'agriculture biologique. Le second atout, c'est l'agriculture biologique et pas que. L'agriculture de manière générale développe des pratiques agroécologiques. Ça va passer en fait par la mise en place de cultures intermédiaires, de couverture des sols, de bandes enherbées. Et ça va être passé par l'agroforesterie, la mise en place de haies en bordure de parcelles. Ça va passer également par le recyclage de la matière organique et ça va passer par une plus forte présence de prairies. Et en fait, ces 4 axes, ils sont super intéressants parce qu'ils vont permettre de stocker le carbone. Et en fait, ils vont aller prendre le carbone qui vont être dans l'atmosphère, ils vont le stocker et le mettre dans le sol. Donc c'est très intéressant pour, en gros, atténuer les effets du changement climatique. Le troisième atout, c'est que l'agriculture biologique, elle promeut la diversification des cultures via une rotation pluriannuelle. Donc une rotation, en gros, c'est la succession sur une même parcelle des cultures. Donc je ne vais pas vous faire un cours d'agronomie, mais de façon très simple, si on a une rotation basique, je mets une prairie pendant 5 ans, un maïs et puis un céréal, et ben c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que la première chose, c'est que je vais diversifier mes cultures. Plus je suis diversifiée, moins je mets mes œufs dans le même panier, et donc plus c'est intéressant d'un point de vue, on va dire, de la résilience générale. L'autre point qui est positif, c'est que sur les prairies, si en fait j'ai des prairies dans ma rotation, ça permet de stocker du carbone, ce qui va donc permettre d'atténuer les effets du changement climatique. Et puis la diversité des cultures aussi. Par exemple, si j'ai du maïs et du céréal, et ben si j'ai une diversité des cultures, si j'en ai une qui va subir un gros aléa climatique ou un aléa du ravageur, et ben je vais pouvoir me rattraper éventuellement sur une autre. Donc ça, c'est la base des rotations, c'est le vrai en agriculture biologique et en agriculture conventionnelle. L'avantage aussi qu'on peut
voire au-delà de la rotation, c'est que plus on va mettre des semences qui vont être paysannes, plus elles vont être adaptées au climat du territoire, et donc plus on va être résilient face aux aléas climatiques. Et puis, ce qu'on peut faire aussi dans la rotation, c'est éventuellement en fait introduire de nouvelles cultures. Par exemple, on a le moa, qui est une culture qui permet, en gros, quand il n'y a plus rien qui te pousse dans les prairies, c'est une culture qui résiste le plus au sec, par exemple, et donc qu'on peut éventuellement faire pâturer. Alors, c'est pas adapté à tous les cahiers des charges, je le précise. Donc, l'avantage en fait d'avoir une diversification des cultures, c'est qu'on va avoir une résilience au niveau agronomique et une résilience au niveau économique, parce que j'ai le fameux « j'ai pas tous mes œufs dans le même panier ». Et donc, ça permet également de préserver la biodiversité. L'atout 4, c'est que le cahier des charges de l'agriculture biologie et des AOP garantissent une certaine autonomie alimentaire. Donc, c'est vrai donc pour les deux cahiers des charges. Hein. Et puis, dans les deux cahiers des charges, il y a une obligation de pâturage et donc de stockage de carbone. Donc encore une fois, l'avantage de ça, c'est qu'on va être moins émettre de gaz à effet de serre, et moins on émet de gaz à effet de serre, plus on va atténuer les effets du changement climatique. Donc en conclusion, pour nous, les fermes en agriculture biologique, elles sont plus résilientes face aux aléas climatiques, et elles sont moins émettrices de gaz à effet de serre, et puis elles ont des avantages au niveau de la terre, de la biodiversité, de l'eau et du paysage. Donc ça, c'était juste pour vous dire pourquoi pour nous, produire bio et local, c'est bon pour le climat. Maintenant, la question que je voulais vous poser, c'est finalement, vous, quelle est la place de votre alimentation, de notre alimentation à tous dans tout cela, parce qu'on a tous et toutes notre rôle à jouer. Et du coup, l'idée, c'était de vous, voilà, qu'on puisse un peu échanger là-dessus. Donc, pourquoi je vous dis qu'on a tous notre rôle à jouer, c'est que pour nous, il nous semble qu'en fait, on peut, le citoyen, la citoyenne, peut manger bio et local, peut consommer le plus possible en direct ou en circuit court, ou bien peut repenser le contenu de son assiette. Donc ça va passer, vous, en tant que citoyen, par vos achats, la manière dont vous allez acheter les choses. Et puis, pour la collectivité, ça va passer par le levier de la restauration collective, c'est-à-dire demain, qu'est-ce qu'on met dans les assiettes de nos enfants, de nos aînés, dans les cantines, dans les EHPAD. Et bien ça, c'est un formidable levier, en fait, pour permettre aux agriculteurs de prendre le virage de la transition écologique. Voilà. Donc, en fait, l'idée qu'on veut vous faire passer, c'est que on peut soutenir les agriculteurs et les agricultrices au travers de notre alimentation. Et pourquoi je vous dis qu'on peut les soutenir, c'est qu'en fait, vous, demain, si vous, en tant que citoyen, vous allez consommer des produits bio et ou locaux, vous allez en fait assurer des débouchés qui vont être fiables et rémunérateurs aux agriculteurs et aux agricultrices du territoire. Et du coup, si vous leur donnez des débouchés fiables et rémunérateurs, vous leur donnez la possibilité en fait de s'adapter au changement climatique. Comment ? Eh bien, tout d'abord en diversifiant leur production. Alors, qu'est-ce que j'entends par diversifier ces productions ? Il y a deux exemples que je vous ai mis. Par exemple, nous, on travaille sur ça à la Dabio. On va avoir des fermes en polyculture élevage qui vont produire du lait pour du lait à reblochon ou du lait en IGP. Et donc, qui vont pouvoir, en gros, développer de nouvelles cultures. Par exemple, ça peut être le développement de blé panifiable pour produire de la farine. L'autre exemple qu'on pourrait citer, c'est demain une ferme laitière qui se met à faire, qui installe quelqu'un, par exemple, pour faire un atelier maraîchage plein champ. Donc ça, en fait, la diversification des productions, c'est très intéressant parce que ça permet en fait aux agriculteurs et aux agricultrices d'être plus résilients face aux aléas climatiques et aux aléas économiques. Ils vont en fait pouvoir avoir une diversité de production. Si j'en ai une qui se casse la figure à cause d'un aléa climatique, et ben hop, je me rattrape sur la seconde. Et vous pouvez vraiment agir parce que si vous leur donnez des débouchés, finalement, vous leur permettez de s'adapter. Donc c'est quand même très intéressant. Un exemple un peu concret de ce qui peut se passer, c'est une filière qu'on accompagne à la Dabio qui s'appelle Filière Graines Bio des Savoies, qui réunit des paysans, des meuniers, des boulangers et des consommateurs qui ont fait en fait le choix de s'associer pour créer vraiment une filière locale. Leur idée un peu de base, c'était que ils voulaient en fait développer la culture de blé pour permettre de diversifier les fermes qui étaient en lait en fait, et du coup, encore une fois, de ne pas avoir tous les œufs dans le même panier. Et donc pour ça, en fait, ils se sont associés et ils ont créé une filière que nous, on accompagne, et ils produisent aujourd'hui de la farine bio et locale, qui vendent aux boulangers ou aux consommateurs. Et puis aujourd'hui, ils vendent aussi de plus en plus des légumineuses que sont la lentille et le pois chiche. Donc voilà, ça c'est un exemple un peu concret. L'autre chose qu'on voulait vous faire passer comme message, c'était que finalement, si vous achetez bio et local, vous permettez en fait d'assurer des débouchés aux producteurs et productrices, et demain, du coup, aussi
d'améliorer leurs revenus et potentiellement d'investir en collectif dans des outils de transformation qui vont leur permettre de relocaliser les filières. L'idée, c'est d'essayer de raccourcir la chaîne de valeur sur un territoire. Donc des exemples très concrets que vous connaissez très bien, c'est les fruitières. À partir d'un produit, le lait en gros, je vais le transformer pour le faire en fromage. Et ben là, c'est un outil collectif qui ont été historiquement créés sur le territoire et qui permettent en fait de valoriser la production qui est le lait. On peut avoir l'exemple d'un moulin qui permettrait de transformer le blé en farine, une légumerie sur mon territoire qui permettrait par exemple à des maraîchers qui à un moment ont un surplus de légumes de le transformer et en gros de pouvoir le vendre à un autre moment. Donc en fait, en donnant, j'ai envie de dire, en soutenant l'agriculture, vous leur permettez d'investir dans des nouveaux outils sur le territoire, de relocaliser et donc d'être demain de plus en plus résilient. Donc c'est quand même très intéressant. Donc, et d'être aussi, c'est ce que je vous ai mis, autre avantage, donc d'être plus résilient, d'être autonome vis-à-vis de l'extérieur, de moins dépendre, ça crée de l'emploi local. Et bien évidemment, si je relocalise des filières au niveau local, j'émets moins de gaz à effet de serre, ce qui est aussi pas mal pour atténuer les effets du changement climatique. L'autre chose que vous devez bien connaître, hein, surtout dans le coin, il y a de quoi faire, c'est d'investir en fait dans la vente directe et les circuits courts. Si demain les agriculteurs et les agricultrices savent qu'il y a des débouchés, ils vont pouvoir, alors selon si la ferme, on va dire, le permet, mais développer pourquoi pas un magasin à la ferme, ou alors se réunir pour faire un magasin de producteurs sur le territoire. Et ça, encore une fois, c'est une formidable opportunité pour eux d'être plus autonomes, en gros d'avoir moins d'intermédiaires, de garder la valeur ajoutée pour eux, et donc de pouvoir avoir un peu plus de possibilités, notamment au niveau économique, quand il y a des aléas climatiques. Ça permet encore une fois de créer de l'emploi local. Et puis, si on a des circuits courts, en fait, on émet moins de gaz à effet de serre, donc c'est aussi intéressant. Alors, le dernier point, c'est que si vous choisissez de consommer des produits bio et locaux, vous pouvez en fait soutenir, favoriser, on va dire, des pratiques plus vertueuses pour le territoire. Donc, par exemple, si vous choisissez de consommer des produits locaux comme le reblochon, et ben en fait, vous allez soutenir un certain type d'élevage, un élevage de montagne, un élevage dont on va dire la prairie est la base, et donc comme je vous disais, prairie, stockage de carbone, donc c'est quand même super intéressant. Si vous achetez bio et local, c'est ce que je vous disais au début de la présentation, le bio ça émet moins de gaz à effet de serre, notamment parce qu'il utilise moins d'intrants de synthèse, donc c'est intéressant. Donc vous, en fait, par vos choix de consommation, vous allez vraiment avoir un impact, et vous pouvez du coup soutenir une agriculture qui est moins impactante pour le climat et la biodiversité. Et puis le dernier point qu'on voulait mettre en avant, c'est que si vous changez demain le contenu de votre assiette, vous avez aussi la possibilité d'avoir une alimentation qui est moins impactante pour la planète. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le fameux, vous devez le connaître par cœur, manger moins de viande mais de meilleure qualité, et on remplace éventuellement la viande par exemple par des légumineuses qui peuvent être produites sur le territoire. Ça c'est un très bon levier pour émettre... parce que la production de viande émet des gaz à effet de serre, c'est une réalité. Après, comme je vous le disais au début de la présentation, il faut être OK avec ça, en fait, parce que c'est une activité qui est productrice. Après, on peut éventuellement réduire sa consommation de viande et manger de la viande bio et locale. C'est vraiment l'idéal. Et puis, manger des produits moins transformés, parce que des produits transformés, c'est des produits où il va y avoir beaucoup d'étapes de transformation, donc beaucoup d'utilisation d'énergie, d'émissions de gaz à effet de serre. Et puis souvent, c'est des produits transformés qui vont émettre beaucoup plus de déchets, et donc qui vont avoir un impact également négatif, là peut-être plus pour l'environnement que pour le climat, mais négatif quoi qu'il en soit. Donc ça permet en fait, en changeant le contenu de vos assiettes, de réduire les émissions de gaz à effet de serre et les déchets. Donc en résumé, ce qu'on vous propose, c'est de consommer des produits bio et locaux et de changer le contenu de votre assiette, parce qu'en fait, grâce à ça, je vous l'ai dit, je pense pas mal de fois, je pense que vous l'avez entendu, vous assurez en fait des débouchés fiables et rémunérateurs aux agriculteurs et aux agricultrices, et vous leur donnez en fait des clés pour demain pouvoir s'adapter au changement climatique. Vous permettez aussi également de développer éventuellement des fermes qui sont plus diversifiées, ce qui permet vraiment, en fait, c'est une vraie clé d'adaptation pour eux, pour pouvoir demain être plus résilients face aux aléas climatiques dont on parle, mais aussi aux aléas économiques avec la crise qu'on connaît. Et puis, vous allez permettre également de développer et de soutenir des pratiques plus vertueuses, parce que si les agriculteurs, ils savent que les citoyens et les consommateurs les soutiennent, ils n'ont qu'une envie, c'est toujours de faire mieux, donc ils iront toujours à faire mieux. Et puis, ce qui est aussi intéressant, c'est pas vraiment en lien avec le climat, mais nous, on pense que c'est quand même important, c'est que ça crée de l'échange sur le territoire,
du lien, ça donne un sens au travail de chacun, donc voilà, c'est intéressant. Et je voulais juste vous faire un petit focus, c'est que je vous ai beaucoup parlé de l'alimentation, qui a vraiment un impact en fait sur le changement climatique, mais il y a aussi d'autres choses qui peuvent impacter. Et les choix qu'on fait en fait aujourd'hui en tant que citoyen, en tant que collectivité, ils ont un fort impact. Parce que les collectivités, en fait, elles peuvent faire le choix de préserver le foncier agricole dans les documents d'urbanisme. Une prairie, ça stocke beaucoup plus de carbone qu'une maison. Donc, la réalité, c'est qu'il faut préserver vraiment ce foncier agricole. Les aléas climatiques font qu'on va avoir quand même sûrement des baisses de rendement. Donc, plus on aura de foncier agricole disponible, plus on pourra produire et plus on sera résilient d'un point de vue, consommation au niveau local. Donc, c'est important. Les collectivités, elles peuvent aussi faire le choix de soutenir l'installation-transmission. Il faut qu'on ait des agriculteurs et des agricultrices sur le territoire, si demain on veut être le plus autonome possible, des agriculteurs et des agricultrices sur des productions diversifiées. Et puis, les collectivités, elles peuvent aussi faire le choix de soutenir l'évolution des pratiques en accompagnant les producteurs vers de l'amélioration des pratiques. Et puis, elles peuvent appuyer à des filières locales qui vont permettre aux agriculteurs et aux agricultrices de s'investir dans ces filières et donc d'émettre moins de gaz à effet de serre et derrière d'atténuer les effets du changement climatique. Et puis vous, en tant que citoyen, donc je vous ai assez bassiné sur tout ce qui est consommation locale, mais vous avez aussi un vrai rôle, je pense, sur respecter le travail des agriculteurs et des agricultrices. C'est quelque chose qui est très important, puisque si on veut des agriculteurs et des agricultrices sur le territoire demain, il faut respecter le travail. Mélissa en a très bien parlé, c'est la préservation de l'eau. Je pense qu'on a tous notre rôle à jouer. Et puis, vous pouvez s'engager pour préserver le foncier et soutenir l'installation de transmission sur votre territoire. Parce qu'au-delà de réduire les émissions de gaz à effet de serre, l'agriculture, elle est extrêmement importante sur le territoire, parce qu'en fait, il nous faut des agriculteurs et des agricultrices si on veut avoir un paysage agricole et naturel qui soit entretenu. Et qui dit un paysage agricole et naturel entretenu dit stockage de carbone, donc atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Ça peut permettre également de stopper les feux de forêt, donc ça, voilà, de nombreux autres avantages pour le climat et puis pour faire face à ce changement climatique. Voilà, merci à tous. Et je suis désolée pour les problèmes du début. Merci Marjorie. Moi, je vais en rajouter un, c'est l'importance de l'agriculture dans la biodiversité aussi. Parce que si on n'a pas d'agriculteurs, on va avoir des forêts, des milieux qui vont se fermer, et il y a toute une partie de notre faune et de notre flore qui se développe dans les prairies qui va disparaître aussi. Voilà. Guillaume, je te laisse la parole. Donc, voilà, donc pour ceux qui ne le connaissent pas, donc c'est Guillaume Mollard qui est agriculteur sur le territoire de Passy. Donc c'est la ferme qui nous a accueillis ou qui vous a accueillis samedi dernier, pas celui où vous êtes si mauvais, finalement celui d'avant. Voilà, donc pour la ferme ouverte. Et il est aussi président donc, du syndicat d'intérêt collectif agricole du Pays du Mont-Blanc. 20 minutes, Guillaume. Donc moi, mon PowerPoint, il est sûr de passer, donc on va faire sans filtre. Donc voilà, Christelle m'a bien présenté. Donc moi, je suis un des associés du GAEC Le Vivier, donc à Passy, à Chède. Donc on est 2 associés. On produit du lait à Roblechon, donc qui est l'AOP phare de Haute-Savoie. Et puis on produit aussi de la viande qu'on vend en vente directe. Voilà. Et dans mes autres casquettes aussi, donc oui, je suis président de la SICA du Mont-Blanc et je suis un des co-responsables, un des coopérateurs co-responsables d'un magasin de coopérative qu'on gère à Domancy qui s'appelle La Fruitière, voilà, où on fait du commerce équitable Nord-Nord. Voilà, donc pour faire un petit peu écho à ce que dit la jeune femme de la Dabio. Donc nous, on s'est posé cette question sur le lien entre notre activité et puis la vente directe et puis la résilience qu'on peut avoir sur nos fermes. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est un petit focus en fait sur ce qu'on vit nous dans notre réalité, et puis avec nos problématiques et nos contraintes. Donc, je vais reprendre un petit peu les enjeux majeurs qui ont été précités, et puis voir comment nous on doit pouvoir s'adapter ou on s'est déjà adapté. Donc l'enjeu majeur, on l'a dit, ça va être à l'avenir le stockage de l'eau, la ressource en eau, la gestion de la ressource en eau.
Aujourd'hui, c'est un défi majeur. On l'a vu cet été, il y a énormément d'agriculteurs qui ont manqué d'eau dans beaucoup d'alpages, dans beaucoup de fermes, un petit peu partout. Donc, ça demande énormément de temps de transport. Enfin, voilà. C'est pas tellement durable. Donc, du coup, il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on veut comme alimentation demain. On ne parle pas d'agriculture, on parle d'alimentation demain. Donc, il va falloir pouvoir stocker de l'eau. Voilà. Donc, nous, c'est ce qu'on a fait sur notre alpage, par exemple. On a eu beaucoup de problèmes d'eau depuis 86 ans qu'on est sur l'alpage. Et puis ben, cette année où tout le monde a charotté de l'eau, et ben nous, on n'a pas charotté de l'eau parce on a triplé notre notre capacité de stockage. On avait 280 000 litres de stockage et aujourd'hui, on a 680 000 litres de stockage qui ont été mis en place sur notre alpage, donc l'alpage du Truc, sur Saint-Gervais. Donc ce stockage de l'eau, il va être vital. Il va être vital pour plusieurs points. Donc pour l'abreuvement des animaux, là on parlait de l'alpage, c'est pour l'abreuvement des animaux. Il faudra de l'eau potable aussi pour tous ceux qui transforment en alpage, voilà, ou même voilà, de l'eau potable globalement en quantité et en qualité importante. Et puis il faudra que cette eau, elle puisse être partagée. Aujourd'hui, il ne faut plus qu'on fasse des retenues collinaires uniquement pour le ski, il ne faut plus qu'on fasse des retenues collinaires uniquement pour l'agriculture. Je pense que cette ressource, elle doit être partagée. C'est ce qui s'est fait à Saint-Gervais, sur l'alpage de Joux, par exemple, où on a une ressource qui est exploitée pour les canons à neige l'hiver et pour les alpagistes l'été, pour l'abreuvement des animaux. Le réseau des canons à neige est utilisé pour abreuver les animaux sur la Charme. Voilà, donc c'est tout des choses qui sont faites sur notre territoire et qui aujourd'hui sont multi-acteurs. Voilà, la commune elle est partie prenante là-dedans, il y a les remontées mécaniques, il y a les agriculteurs. Et aujourd'hui, on a des alpages qui avaient toujours eu des problèmes d'eau, et bien aujourd'hui qui ont un accès à l'eau et qui ont une pérennité dans le temps. Donc ça, c'est hyper important. Et aujourd'hui, il faut faire attention quand on va monter une ZAD pour empêcher un projet de stockage d'eau. Voilà, il faut bien réfléchir à notre alimentation, à quelle alimentation on veut demain. Voilà. En sachant que si vous regardez nos voisins, vous traversez juste la frontière là dans le Val d'Aoste. Il n'y a pas 1 mètre carré qui n'est pas arrosé. Nous, on a encore 1200 mm de pluviométrie par an, qui est mal répartie, mais elle est là. Eux, ça fait 20 ans qu'ils ont 600 mm. Donc, ils se sont déjà adaptés. On va devoir s'adapter, puisqu'on les aura, ces 600 mm. Et en plus de ça, ils seront en plus mal répartis. Donc, du coup, il va falloir faire comme les Valdôtains, irriguer, comme les Hauts-Mauriennais, à Bonneval, à Bessan, à 2000 mètres d'altitude, ils arrosent toutes les prairies, parce que sinon, il n'y a rien qui rentre. Voilà. Donc, il ne faut pas aller bien loin, hein. Vous passez la frontière, ils le font tous, et ils le font avec des techniques qui sont bien plus modernes que ce qu'on peut utiliser en France. Donc voilà, sur l'eau, il y a l'aspect quantité, donc il va falloir régler. Il va falloir être moins dogmatique sur le stockage de l'eau. Et puis après, il y a sur la qualité de l'eau. Aujourd'hui, les communes ont des problèmes de qualité de l'eau. On a des chaleurs de fou. Les sources, elles se dégradent. Et nous, on travaille avec du lait cru. On est en reblochon. Donc le reblochon, c'est un fromage au lait cru, par exemple. Et on a 75 contrôles par mois sur le lait. Donc c'est énorme. C'est plus que dans les hôpitaux. Hein. Et aujourd'hui, on a des développements bactériaux qui ne sont pas très bons parce qu'avec l'augmentation de la température, on a nos animaux qui souffrent plus, donc du coup qui ont du mal à se défendre contre un certain nombre de problématiques, ce qui fait qu'elles ont des qualités de lait qui peuvent être moindres. Et en plus de ça, l'eau qu'elles boivent peut être dégradée, donc du coup on peut avoir des contaminations en Escherichia coli, salmonelle et tutti quanti. Donc du coup, il va falloir qu'on s'adapte, et les agriculteurs s'adaptent déjà. Donc il y a beaucoup de traitements UV qui sont mis en place. On est obligé de mettre du chlore dans un certain nombre de réserves, voilà, pour maintenir cette qualité de l'eau, même en montagne et même dans notre territoire. Ensuite, on en a beaucoup parlé jusqu'à maintenant. On sait très bien qu'avec 600 mm d'eau mal répartie, on va avoir beaucoup moins de ressources en fourrage qu'on en a aujourd'hui. Et une ressource en fourrage qui va être aléatoire. C'est-à-dire qu'on aura une année comme l'année dernière où on va rentrer beaucoup de fourrage, mais de merde, parce qu'on l'a rentré sous la pluie, mais on va en rentrer beaucoup. Puis l'année d'après, on va rien rentrer, parce qu'il fait trop sec, et donc du coup, tout a grillé. Et donc il faudra, que les agriculteurs puissent s'adapter, donc construire des bâtiments pour que les années où on rentre beaucoup de fourrage, pouvoir le stocker, pour faire face aux années où ça va en manquer. Donc ça, aujourd'hui, on n'y est pas prêt du tout.
parce que les bâtiments coûtent très très cher et la surface pour construire les bâtiments au pays du Mont-Blanc est très compliquée. Donc aujourd'hui, ça, on n'est pas à même d'y répondre aujourd'hui, mais c'est quelque chose qu'il va falloir réfléchir. Et puis après, il va falloir essayer de récupérer toute la ressource fourragère qui est disponible et qui n'est pas forcément valorisable à fond aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a des AOP, on a des cahiers des charges qui sont contraignants. On doit produire 100% de notre fourrage sur la zone, sur notre zone de production. Et puis, donc ça, c'est difficile à tenir. D'autant plus qu'aujourd'hui, on a dans les précédentes interventions, on voit bien qu'on va avoir une ressource en eau qui va se cantonner un petit peu l'hiver, pas forcément sous forme de neige, plutôt sous forme de pluie. Épisodiquement, mais de manière très forte au printemps, épisodiquement de manière très forte en automne, et rien l'été. Et donc du coup, cette ressource au printemps, on sort les animaux plus tôt, on la valorise à peu près, on fait du foin plus tôt. L'été, on fait plus de fourrage, le fourrage qui nous sert à nourrir les animaux pendant les 5 mois l'hiver. Et puis l'automne, on a cette herbe qui repousse suite à des épisodes un peu plus violents et les pluies continuent. Sauf que cette herbe, on n'arrive pas à la valoriser à fond, parce qu'on est sur une obligation de fourrage sec en reblochon, même dans nos AOP et IGP des Savoies. Et aujourd'hui, on a du mal à récupérer toute cette herbe avant qu'elle soit noyée sous la neige. Voilà. Alors, c'est triste parce que on en manque et puis on va aller en acheter ailleurs et puis on peut pas toute la valoriser. Donc il y a des choses qui existent, qui sont possibles de faire et qui seront à mettre à l'étude dans notre profession pour qu'on puisse valoriser cette herbe. Voilà. Donc pour la ressource en fourrage, on a parlé de plein de choses. Et nous, on met déjà en place des choses sur notre GAEC. On met en place des intercultures, c'est-à-dire qu'on a 10 hectares de céréales à paille qui nous permettent de faire une rotation, qui nous permettent d'avoir des sols qui sont résilients, d'avoir une lutte contre les adventices, donc les mauvaises herbes. Voilà, donc on fait 5 ans de prairies, 1 an de céréales à paille, qu'on vend en direct à une minoterie, la minoterie Métral, la seule minoterie de Haute-Savoie, et ça fait de la farine qui revient sur le territoire. Donc on essaye d'être assez résilient là-dessus, et donc on fait cette rotation. Et pour ne pas laisser le sol nu, jamais, en fait, tout de suite, quand on y arrive, quand il y a un petit peu de pluie l'été, tout de suite derrière la récolte de la céréale à paille, on met une culture en dérobé. Alors on a mis plusieurs choses, on a fait plusieurs essais. Donc soit on plante du moa qu'on récupère, donc c'est de l'herbe qui pousse très très vite, et qu'on récupère, qu'on fauche ou qu'on pâture à l'automne, qu'on va faucher en verre ou qu'on pâture à l'automne. Soit on a eu planté des cultures mellifères, donc qui sont bien pour les abeilles, et où on intègre des crucifères, donc des choses qui vont aérer le sol, et on va broyer tout ça, et ça va faire un petit mulch sur le... Donc ça va faire un petit peu de matière organique sur notre sol, et ça va permettre de nourrir notre sol quand on va le retourner. Voilà. Et ça permet, normalement, ce mulch de stocker l'eau aussi. Donc ça, c'est des choses qu'on fait déjà sur la plaine, voilà, parce que nous, on a des sols séchants. Hein, vous savez, la plaine de Passy, elle est très séchante. La plaine de Chêne, elle est séchante. Donc voilà, donc on peut planter du moa. Il y a des zones où il fait encore plus sec, où ils plantent du sorgho et ils le font pâturer, voilà, par les animaux. Nous, on n'en est pas encore là. Puis nous, on va en alpage, donc on ne pourrait pas le valoriser l'été. Après, on a des prairies qui se dégradent très vite. Aujourd'hui, on voit, je ne sais pas si vous êtes passé dans la plaine de Passy cet été, mais voilà, en fait, vous avez des touffes de luzerne par-ci par-là, puis au milieu, vous n'avez plus rien. Et cet automne, quand ça reverdit, vous avez des trous partout. Voilà, parce qu'il y a une partie de la végétation qui est morte. Et donc, du coup, il faut se réadapter. Donc, il faut semer de plus en plus des semences dites autochtones, valoriser les espèces qui arrivent bien à supporter ce réchauffement climatique, et puis les semer et voire les sursemer, quoi. Voilà. Donc il faut mettre en place du sursemis à l'automne, si on a une réserve en eau qui le permet, suffisamment tôt en septembre, pour pouvoir sursemer les prairies pour éviter qu'elles se dégradent. Voilà. Après, on parlait de la ressource qu'on essaye de développer. Donc, on plante de la luzerne, nous, parce que la luzerne, elle est plutôt résiliente face aux canicules et au stress hydrique. Donc, on va planter de la luzerne, ça nous permet de garder un petit peu de fourrage. Et puis, nous, on a fait un choix, qui n'est pas le choix de tout le monde.
Mais on a misé beaucoup sur le défrichement. Avec le vivier, en 10 ans, on a défriché environ 20 hectares, que ce soit en alpage ou juste derrière la ferme en bas à Chède. Voilà. Donc on va regagner sur des landes qui avaient poussé sur d'anciennes prairies. Donc on essaye de gagner sur des zones marginales. On essaye de gagner de l'herbe, d'aller repousser la forêt où elle gagne. Donc on est en milieu tempéré, donc la forêt elle a tendance à gagner. Vous regardez des photos d'il y a 100 ans, vous regardez des photos d'aujourd'hui, il y a la moitié de la surface en forêt qui a augmenté. Moi, sur mon alpage, quand on regarde les photos d'il y a 100 ans, aujourd'hui, il y a plus d'herbe aujourd'hui que sur les photos de mon grand-père. Voilà. Il n'y a pas beaucoup d'alpages qui peuvent s'en vanter. Donc il y a eu un gros travail de défrichement qui a été fait, mécanique, et de resemis derrière. Et puis après, du pâturage pour valoriser cette ressource-là. Voilà. Donc, ensuite, on a parlé de la ressource en fourrage. On va parler rapidement de nos animaux. Nos animaux, ils souffrent l'été. On a des races locales qui sont adaptées au climat de la Haute-Savoie. Mais aujourd'hui, il nous faudrait des zébus. Parce que, en fait, nos vaches de montagne, les abondances et les Montbéliardes, aujourd'hui, elles sont bien entre moins 10 et 20 degrés. C'est à peu près leur optimum de température. Si elles sont bien nourries, elles sont bien dans cet optimum-là. Alors, quand vous les voyez dehors l'automne et puis qu'il fait moins 3, vous dites, oh là 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 là, elles sont trop mal, mais elles sont bien moins mal qu'à 30 degrés l'été. Voilà, ça, faut vous le dire. Elles sont bien plus adaptées, elles ont un cuir épais comme ça et du poil. Elles sont bien plus adaptées à moins 3 dans la plaine de Passy, si c'est pas humide, qu'à plus 30 degrés l'été. Donc elles souffrent beaucoup. Donc elles ont leur défense immunitaire qui reçoivent. Elles produisent moins. Donc aujourd'hui, nous, on a produit 30% de lait en moins cet été. Et puis elles sont plus sensibles aux maladies. Donc nous, on a fait le choix d'essayer de pâturer différemment. Donc on les fait pâturer plus la nuit, moins le jour. On les fait pâturer le jour dans des zones de prébois. Donc on pâture beaucoup de forêts aujourd'hui pour qu'elles puissent se mettre à l'ombre. Donc elles pâturent 2 heures en sortant de la traite jusqu'à 9h30. Et après, elles se mettent dans le bois ou alors elles se mettent en rond et elles ne bougent plus jusqu'à 16h. Voilà. Donc il faut s'adapter aux animaux. Les animaux, voilà. Et par la génétique, il va falloir qu'on élève des animaux de plus en plus résistants à ces stress hydriques et à ces stress de température. Voilà. Donc ça, c'est nos enjeux demain. Des semences locales pour les prairies, des animaux plus résilients face au changement climatique. En sachant que nous, on a déjà pris plus 2, on va prendre plus 4. Donc on va prendre... on a coutume de dire qu'on monte de 200 km, 2 degrés, c'est 200 km. Donc là, c'est comme si on allait avoir, dans une vingtaine d'années, le climat du Vaucluse ou du sud de la Drôme. Il n'y a plus beaucoup d'élevage dans le Vaucluse et dans le sud de la Drôme. Voilà. Donc aujourd'hui, nous, on sait qu'on va devoir s'adapter à ça. Et si on veut exister demain, il va falloir qu'on s'adapte rapidement à ça et qu'on fasse évoluer nos systèmes. Voilà. Et puis, il y avait juste un dernier point sur lequel je voulais revenir. Donc on voit que la baisse du nombre de jours de gel, la Chambre d'agriculture vous l'a bien montré, ça augmente les ravageurs, donc notamment les campagnols. Et on a des territoires complets qui sont ravagés. Le pays de Thône, l'année dernière, on a eu des attaques beaucoup sur Passy. Et donc du coup, voilà. Donc il faut qu'on adapte nos pratiques à ces invasions de campagnols. Aujourd'hui, il y a plein d'études qui montrent ce qu'il faut faire sans utiliser de produits chimiques, parce qu'on est dans l'agriculture raisonnée en Haute-Savoie, globalement. Voilà. Donc, voilà, il y a des zones où il faudra peut-être labourer plus souvent pour casser les galeries. Et voilà. Il va falloir sursemer, ressemer. Voilà. Mais ces campagnols, c'est vraiment une plaie, parce que c'est vraiment un animal qui va se plaire avec le réchauffement climatique, avec le changement climatique. Donc voilà, on est obligé de s'adapter à ça. Et avant, on ne traitait pas les parasites externes des animaux, on avait très peu de tiques. Et les tiques, surtout, il n'y en avait pas au-dessus de 900 mètres d'altitude. Aujourd'hui, on a un alpage laitier à 1750 mètres d'altitude et on a des tiques. Donc voilà, on est obligé de s'adapter à ça. Et on mettait nos animaux en Ardèche et dans des zones où il y avait des tiques qui étaient porteurs d'une maladie et ça a tué 17 génisses, quoi. Voilà. Aujourd'hui, en une semaine. Donc, on va avoir des infections de nos animaux
de plus en plus importante et des nouvelles maladies qui vont émerger. Il va falloir qu'on adapte nos troupeaux et nos conduites à ça. Donc on s'est déjà adapté un petit peu. On essaye d'être le plus résilient possible, parce qu'on a déjà pris plus d'œufs, donc on sait ce que c'est. En plus, on exploite des terres séchantes sur Passy, donc on sait ce que c'est que le réchauffement climatique. On a beaucoup monté de l'eau à l'alpage. Simplement, aujourd'hui, on sait qu'on va devoir encore faire beaucoup d'efforts pour continuer à faire notre métier demain et continuer à produire du lait de qualité en Haute-Savoie. Merci Guillaume, 20 minutes tout pile. Il allait se faire engueuler sinon. Voilà, je vous remercie à tous les quatre pour ces conférences, en fait, ces informations. Je vous propose qu'on passe aux questions.